Le jour où j'ai reçu la convocation officielle du tribunal, mes mains ont commencé à trembler avant même que je n'ouvre l'enveloppe. Je savais déjà, au fond de moi, que ma vie venait de basculer. Ce n'était pas un inconnu qui m'attaquait, ni un rival d'affaires, mais mes propres parents. Ceux qui m'avaient vu grandir, travailler sans relâche dès l'adolescence, sacrifier mes nuits pour construire quelque chose à partir de rien. Ils affirmaient désormais que tout ce que j'avais bâti m'avait été indûment accordé, que mon succès aurait dû appartenir à ma sœur. À cet instant précis, j'ai compris que cette histoire n'allait pas seulement parler d'argent ou de réussite, mais de trahison, de jalousie silencieuse et d'un amour familial prêt à se briser devant un juge. Et je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais survivre à ce combat. J'avais à peine 14 ans lorsque j'ai compris que ma vie ne suivrait pas un chemin ordinaire. Pendant que d'autres de mon âge rêvaient simplement de liberté ou d'amusement, moi je ressentais déjà le poids d'une responsabilité invisible, comme si quelque chose en moi me poussait à construire plutôt qu'à attendre. Je ne venais pas d'une famille riche, ni même stable financièrement, mais j'avais une détermination silencieuse qui me brûlait de l'intérieur. Chaque idée, chaque petite opportunité devenait une porte possible vers un avenir différent. Je ne savais pas encore comment, ni jusqu'où cela me mènerait, mais je savais une chose avec certitude. Je refusais de dépendre de qui que ce soit pour survivre ou exister. À 15 ans, j'ai lancé ma première activité avec presque rien. Pas de soutien financier, pas de réseau, pas de plan parfait. Seulement des nuits sans sommeil, des calculs approximatifs et une peur constante d'échouer. Je travaillais après l'école, les week-ends, parfois jusqu'à l'épuisement. Chaque euro gagné me semblait immense. Non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'il représentait. La preuve que je pouvais créer quelque chose par moi-même. Pendant ce temps, à la maison, personne ne prenait vraiment mon projet au sérieux. On me voyait comme une enfant qui jouait à l'adulte, pas comme quelqu'un en train de bâtir son avenir. Entre 16 et 18 ans, mon activité a commencé à grandir lentement, presque discrètement. Je n'en parlais pas beaucoup, car je sentais déjà une tension étrange quand le sujet de l'argent surgissait. Je voyais les regards changer, les silences s'allonger. Pourtant, je continuais, guidée par une vision claire, rembourser mes dettes, ne rien devoir à personne, et me prouver que mon travail avait un sens. Chaque réussite était accompagnée d'un doute intérieur, comme si le bonheur devait toujours être payé par quelque chose d'autre, plus tard. À 19 ans, j'avais déjà réglé des dettes que des adultes autour de moi traînaient depuis des années. Ce n'était pas de la chance, ni un cadeau tombé du ciel. C'était le résultat de sacrifices constants, d'erreurs corrigées, de moments où j'ai failli abandonner. Pourtant, au lieu de fierté, je ressentais une solitude grandissante. Plus je réussissais, plus je sentais une distance se creuser entre moi et ma propre famille, comme si mon progrès révélait quelque chose qu'ils préféraient ne pas voir. Quand j'ai acheté ma maison en liquide, sans crédit, sans aide extérieure, j'ai cru que ce serait un moment de paix, un accomplissement final. Mais au fond de moi, une inquiétude sourde persistait. Je savais que ce succès allait réveiller des non-dits anciens, des comparaisons, des frustrations enfouies. Je ne savais pas encore à quel point ce simple acte allait bouleverser ma vie, ni que ce foyer que j'avais construit avec tant d'efforts deviendrait le symbole d'un conflit familial dévastateur. Le changement s'est fait progressivement. Des remarques subtiles, des phrases à double sens, des silences lourds. Mes parents ont commencé à évoquer ma réussite comme si elle était étrange, presque suspecte. On parlait d'injustice, d'équité, de ce que ma sœur n'avait pas eu. J'écoutais, incrédule, me demandant comment mon travail pouvait être interprété comme une faute. Je n'avais rien pris à personne. Je n'avais fait que travailler. Pourtant, je sentais que, dans leur esprit, mon succès devenait une preuve de quelque chose de mal. Un jour, tout a basculé. Mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient engager une procédure judiciaire contre moi. Ils affirmaient que la vie que j'avais construite aurait dû revenir à ma sœur, que j'avais profité d'opportunités qui ne lui avaient pas été offertes. J'ai ressenti une douleur profonde, presque irréelle. Être attaquée par ceux qui m'avaient donné la vie était une trahison que je n'aurais jamais imaginée. Je me demandais comment l'amour familial avait pu se transformer en accusation légale. Les jours suivants ont été remplis de peur, de colère et d'incompréhension. Je relisais sans cesse les documents juridiques, cherchant une logique à ce qui m'arrivait. Comment pouvait-on poursuivre quelqu'un pour avoir travaillé trop dur?
Je me sentais coupable sans savoir de quoi, comme si ma réussite était devenue un crime moral. Chaque appel, chaque message de la famille était chargé de reproches implicites. Je n'étais plus une fille, ni une sœur, mais une adversaire. Ce conflit m'a obligée à me replonger dans chaque étape de mon parcours, à justifier chaque décision, chaque euro gagné. J'avais l'impression que ma vie entière était disséquée, mise en doute, dévalorisée. Pourtant, au fond de moi, une petite voix persistait. Elle me rappelait les nuits blanches, les sacrifices, les choix difficiles. Elle me rappelait que personne n'avait porté ce fardeau à ma place. Cette voix était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Le plus douloureux n'était pas le procès en lui-même, mais ce qu'il révélait. Une jalousie longtemps cachée, une comparaison constante entre enfants, une incapacité à accepter que chacun ait son propre chemin. Je comprenais alors que ce combat dépassait l'argent ou la maison. Il s'agissait de reconnaissance, de blessures anciennes et d'un amour conditionnel que je n'avais jamais vraiment questionné auparavant. Le procès a duré des mois qui m'ont semblé interminables. Chaque audience était une épreuve émotionnelle. Je devais rester forte, rationnelle, alors que mon cœur était en miettes. J'expliquais mon parcours, mes choix, mes efforts, encore et encore. Les faits étaient clairs, mais l'impact émotionnel était dévastateur. Je me sentais exposée, jugée, non seulement par un tribunal, mais par mon propre sang. À mesure que les preuves s'accumulaient, il devenait évident que je n'avais rien fait d'illégal, ni même de moralement répréhensible. Pourtant, cette victoire progressive ne m'apportait aucun soulagement. Chaque point gagné dans le dossier était une distance supplémentaire avec ma famille. Je réalisais que même si la justice me donnait raison, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Certaines paroles, une fois prononcées, ne peuvent être effacées. Lorsque le verdict est tombé en ma faveur, j'ai ressenti un vide immense. Pas de joie, pas de triomphe, seulement une fatigue profonde. J'étais blanchie, reconnue comme légitime, mais à quel prix? J'avais perdu la confiance, l'innocence et l'illusion que le succès partagé pouvait unir au lieu de diviser. La maison que j'avais achetée représentait désormais autant une victoire qu'une blessure. Après le procès, le silence s'est installé. Plus de messages, plus d'appels. Ma famille était devenue étrangère. J'essayais de reconstruire un équilibre, de comprendre ce que cette épreuve m'avait appris. Je réalisais que certaines personnes préfèrent croire à une injustice plutôt que d'accepter leurs propres regrets. Ce constat était douloureux, mais libérateur. Peu à peu, j'ai compris que je ne pouvais pas porter la culpabilité des choix ou des échecs des autres. Mon succès n'était pas un vol, mais le fruit d'un engagement constant. Accepter cela a été l'une des leçons les plus difficiles de ma vie. J'apprenais à me détacher sans renier ce que j'étais, à avancer sans chercher une validation qui ne viendrait peut-être jamais. Aujourd'hui, je vis dans cette maison que j'ai achetée jeune, consciente de tout ce qu'elle représente. Elle est à la fois un refuge et un rappel permanent de ce que j'ai traversé. J'ai appris que l'indépendance financière peut offrir une liberté immense, mais aussi révéler des fractures invisibles. Chaque mur semble porter l'écho de mes choix, bons ou mauvais, et de leurs conséquences inattendues. Je ne regrette pas d'avoir travaillé dur, ni d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ce que je regrette, c'est d'avoir cru que la réussite suffirait à apaiser les tensions familiales. J'ai compris que l'argent n'est jamais qu'un révélateur. Il ne crée pas les conflits, il les met en lumière. Et parfois, cette lumière est trop crue pour ceux qui préfèrent l'ombre. Cette histoire m'a transformée. Elle m'a rendue plus forte, mais aussi plus lucide. J'ai appris à poser des limites, à protéger ce que je construis, et surtout à ne plus me justifier d'exister pleinement. La paix intérieure que je cherche désormais ne dépend plus du regard de ma famille, mais de la fidélité à mes propres valeurs. Je sais que beaucoup de personnes vivent des conflits similaires où la réussite devient une source de division plutôt qu'un motif de fierté. Si mon histoire peut résonner, c'est parce qu'elle parle de réalités souvent tues, la jalousie familiale, les attentes non dites et le poids que l'on fait porter à ceux qui osent sortir du cadre. Je continue d'avancer, consciente que chaque pas est le mien. Je porte cette histoire non comme une cicatrice ouverte, mais comme une preuve de résilience. Ce parcours m'a appris que se choisir n'est pas un acte égoïste, mais parfois une nécessité vitale. Cette histoire nous rappelle que le succès personnel peut parfois coûter plus cher émotionnellement que financièrement. Être autonome, travailler dur et réussir ne garantit ni l'acceptation ni l'amour inconditionnel.
Il est essentiel de comprendre que nous ne sommes pas responsables des frustrations ou des regrets des autres, même lorsqu'ils viennent de notre propre famille. La véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent ou les biens matériels, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même malgré les tempêtes. Savoir poser des limites, accepter les pertes relationnelles et continuer à avancer sont des formes de courage souvent invisibles, mais profondément nécessaires pour préserver sa paix intérieure. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou aidé à voir votre propre situation sous un autre angle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet de continuer à partager des récits vrais, profonds et porteurs de sens. Ensemble, continuons à transformer les épreuves en leçons et les blessures en force.